Apple aurait réussi à la rendre encore plus compacte, ce qui libérerait de la place à l'intérieur. Pour protéger l'écran interne sans épaissir l'ensemble, Apple utiliserait une plaque métallique spécifique conçue pour mieux répartir les contraintes quand on plie ou manipule l'appareil. Pour la structure de l'appareil, le titane reste aujourd'hui le meilleur compromis entre solidité et poids, mais sur un produit pliable, c'est pas vraiment les mêmes contraintes. L'appareil est plus grand, la répartition des masses autour de la charnière devient un problème. Apple travaillerait donc sur une évolution à la fois de l'alliage de titane et de process industriels. L'iPhone pliable serait le 4e iPhone réalisé avec du titane, ce qui leur aurait permis justement de pouvoir ajuster progressivement la formulation de l'alliage pour répondre à des contraintes de plus en plus spécifiques. Et aussi, comme je l'ai dit, il y a certains composants pour gratter en termes de finesse qu'on ne verrait plus, comme le Face ID. Ouais, en effet, ça fait bizarre de dire ça, mais le Face ID devrait disparaître. Apple les remplacerait par un Touch ID intégré directement au bouton d'alimentation, comme on retrouve ailleurs. Alors c'est bien beau tout ça, mais justement, en ce qui concerne l'écran, en termes de taille, ça donne quoi? L'écran externe tournerait autour des 6,7-6,9 pouces. J'ai même vu passer 5,5 pouces. C'est peut-être un petit peu petit aujourd'hui, je dirais. Et le grand écran interne serait autour de 7,6 à 8,3 pouces. C'est comme un iPad mini. Moi, ça me plairait bien d'avoir un format d'iPad mini, vraiment que je peux plier, mettre dans ma poche. Ça me va parfaitement. On serait sur une technologie OLED avec une fréquence adaptative de 0 à 120 Hz et avec un format 4 tiers. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, le tout premier iPhone pliable embarquerait au total 4 caméras, 2 à l'arrière, une à l'avant et une autre à l'intérieur dans un petit coin de l'appareil. On aurait une caméra frontale de 18 mégapixels en forme cette fois-ci d'un simple point et une caméra interne qui serait similaire mais cette fois-ci cachée sous l'écran. Alors si c'est le cas, je suis vraiment super intrigué parce que en général c'est des technos qu'on avait déjà avant, notamment par exemple chez Samsung et dont la qualité était pas spécialement au rendez-vous. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé et sont revenus sur quelque chose de plus classique. À voir chez Apple ce que ça va donner. J'espère également que ces deux capteurs seront en format carré, à la même manière que les nouveaux iPhones actuels. Le fait de pouvoir prendre ces photos en horizontal, en vertical, sans avoir à bouger son téléphone. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi je l'utilise beaucoup et je trouve ça trop bien parce qu'on est parfaitement cadré, on voit très rarement la main. C'est quand même clairement mieux, donc de l'avoir sur ce futur iPhone pliable, moi personnellement, je dis pas non. D'ailleurs, à l'arrière, on aurait deux capteurs photo de 48 mégapixels chacun. Si on peut aussi avoir cette histoire de format carré, en vrai, je pense que ça peut être pas déconnant. En tout cas, on devrait avoir une suite logique et avoir des capteurs similaires par rapport à l'iPhone 18. À voir si ça sera les mêmes capteurs que l'iPhone 18 Pro, je pense pas, mais je vous rappelle personnellement par rapport à mon avis entre l'iPhone 17 et 17 Pro, en ce qui concerne la photo, j'ai plus une préférence sur le capteur principal de l'iPhone 17 par rapport au Pro. Donc c'est à vous dire, donc ça serait pas gênant qu'on est sur la qualité standard parce que finalement, d'après mes tests et d'après aussi d'autres tests de chez d'autres personnes, le Pro n'est pas forcément meilleur. Et comme pour l'iPhone Air et les modèles américains de l'iPhone 17, on pourrait dire au revoir à l'emplacement de carte SIM physique. On serait full sur de l'eSIM, encore une fois, pour gagner en finesse. Si on va un petit peu plus loin en ce qui concerne les caractéristiques, on aurait une puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres. On y retrouverait aussi le modèle maison d'Apple, la puce C2 pour la connectivité 5G. Là, on serait sur iOS, mais adapté au format de l'iPhone pliable, notamment en ce qui concerne le multitâche. On pourra utiliser plusieurs applications en même temps. Bref, c'est les mêmes usages qu'on peut avoir chez la concurrence, sauf que là, ça sera à la manière d'Apple, avec éventuellement des petits ajouts, peut-être quelque chose encore plus simple à utiliser, peut-être aussi plus joli, on verra ça. D'ailleurs, Apple possède déjà pas mal de versions de leur application maison qui sont déjà pensées pour un iPad, comme Logic, Page ou Final Cut. Donc ça serait malin que ça soit déjà au format adapté pour l'iPhone pliable. Et je pense que ça va être la grosse force d'Apple. Parce que c'est vrai que quand tu vas voir chez la concurrence, les formats d'application sont pas forcément parfaitement adaptés. Et là, chez Apple, avec l'iPad, c'est déjà tout gagné quoi. Par exemple, tu vois là, la calculette, on aura une calculette adaptée pour ce format-là, c'est sûr. Ça a pris tellement de temps pour l'avoir sur l'iPad, là on l'aura. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Les téléphones pliants consomment quand même beaucoup plus à cause de leur écran. Apple travaillerait sur une batterie séparée en deux qui se trouverait de part et d'autre de l'appareil. Ce qui explique encore une fois pourquoi ils ont dû faire des concessions afin de gagner un peu de place dans l'appareil. Pour l'instant, on n'a aucune information sur la capacité. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce sera un produit qui va tenir au moins une bonne journée. Parce que sinon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On a vu ce que ça a donné ces dernières années sur les nouveaux iPhones avec des batteries qui tiennent clairement la route. Donc la logique est que on aurait pareil sur cet iPhone pliable. En ce qui concerne le prix, déjà dans la logique, on serait un petit peu plus élevé que le Galaxy Z Fold. On serait aussi sur le tout premier iPhone pliable d'Apple. Le prix, ça serait pas déconnant que ça soit autour des 3000 €. Ouais, en effet, ça va coûter super cher. Un bon petit 2999 €, ça me paraît pas déconnant. Encore une fois, parce qu'on est sur un produit Apple et que ce sera une révolution à ce moment-là. Pas mal de personnes parlent d'une sortie pour cette année. Et moi personnellement, j'aimerais que ça soit plus finalement l'année prochaine pour qu'il y ait une sorte de cohérence par rapport à
aura l'anniversaire des 20 ans d'Apple qui va se passer l'année prochaine. En mode, voilà, pour les 20 ans, on va vous sortir un nouvel iPhone, incroyable, jamais vu. Donc, on verra. Est-ce que j'aurai raison, est-ce que j'aurai tort? Écoutez, il y a dans mon cœur l'envie que ça sorte tout de suite parce que j'ai envie de voir, tu vois. J'ai envie de tester. Peut-être que ça sera mon futur smartphone personnel. Mais il y a aussi ce côté un peu logique avec ses 20 ans d'anniversaire. Ça serait pas déconnant. En tout cas, hâte que Apple fasse la présentation de ce téléphone parce que ça va vraiment envoyer du lourd. Si Apple arrive à gommer tous les défauts qu'on peut avoir chez la concurrence et proposer un produit vraiment aux petits oignons avec des belles petites surprises, il y a peut-être moyen que ça fasse un gros carton et peut-être que ça va aussi donner envie aux gens de passer l'étape à acheter un téléphone pliable, pas forcément chez Apple, mais chez Samsung, chez Huawei, chez Honor, chez Motorola, chez toutes ces marques-là. En tout cas, vous pouvez compter sur moi dès que ça sort pour vous en parler. Si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Et aussi, n'oublie pas le joli like.